C'est une âme qu'on apprécie chez nous, parce qu'il parle d'amour, de rêve et d'idéal. Ce qu'il a amené de la politique à la littérature. Il est un ambassadeur de la poésie en Côte d'Ivoire, qu'on appelle aussi ambassadeur de bonne volonté. De bonne volonté, il a accepté de faire partie de notre grande famille. Il a écrit Safaola en 2022, qui lui a permis d'obtenir le prix Bandama au Festival international de poésie d'Abidjan. Il nous fait aussi grâce dans notre ouvrage intitulé Liban, qu'il est venu présenter à Montréal dans le cadre du Salon du Livre. Comme à notre habitude, on échangera sur sa passion, sa vision, ce qu'il nous réserve dans un futur proche. Au fond, quelles sont ses aspirations? Bienvenue à RDF. Je suis votre humble chilliste, Moussa Slim, avec Moula Saïd à la technique et l'équipe CBE Film à la caméra. Donc, sans plus tarder et sans langue de bois, chers auditeurs, veuillez accueillir avec nous, dans les studios de la Maison de l'Afrique Montréal, Monsieur Philippe Thiemassa Gré. Allez. Tout à l'heure, je demandais en off là, Philippe ou Malik. Ouais. Alors comment? Ben, j'aime les deux prénoms. Et j'en ai beaucoup d'ailleurs. Mais bon, j'ai tenu à avoir aussi un prénom chrétien. Et voilà. Sinon, j'aime tous mes prénoms. J'aime aussi Thiemassa. Un plus original. Voilà. Thiemassa, c'est de? C'est du nord de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, mesdames et messieurs, comme je disais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la page YouTube, à la page Spotify. Comme on dit, activer toutes les cloches que vous pouvez trouver, notifications pour ne rien manquer. Partagez au max cet échange, histoire de nous donner de la force. Et donc, c'est parti. Philippe, on est en famille, donc je me permets de te tutoyer. On s'est rencontrés récemment. Ouais. Donc, je vais commencer en te demandant comment tu vas. Mais je vais très bien et je suis très heureux d'être avec toi ce soir. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir qu'on t'est avec nous aujourd'hui. Je vois que tu as l'air un peu fatigué. Tu nous as dit que tu étais un peu fatigué, donc raconte-nous un peu comment ça s'est passé ton séjour à Montréal en fait. Ben, c'est la première fois au Canada, donc à Montréal, et je rentre dans une période où il fait beaucoup froid. Et je ne suis pas venu seul, je suis venu avec mon épouse. Donc, et voilà, tout se passe très bien, mais bon, un calendrier beaucoup chargé avec le salon du livre, avec les informations qu'il faut faire parvenir à Abidjan. Les nuits sont courtes pour nous. Bon, sinon, dans l'ensemble, tout se passe bien. Écoute, j'ai vu que tu étais très actif sur les réseaux durant cette période-là pour tenir au courant les gens à Abidjan. Tu as rencontré beaucoup de personnes ici. Comment tu trouves les Montréalais? Ben, c'est des personnes, en général, des personnes très charmantes, adorables. J'adore Montréal. Ouais. Honnêtement, ouais. J'aime beaucoup. C'est différent de ce que j'avais vu précédemment. Et c'est ma ville de cœur. Qu'est-ce qui change d'Abidjan? La beauté de la ville, la structure générique, de façon générale, l'organisation du pays. Vraiment, ça donne envie de vivre ici. Et je suis beaucoup plus sensible à la beauté de la ville. Pas seulement Montréal, mais les autres provinces dans lesquelles je me suis rendu. Vraiment, c'est beau à voir. C'est intéressant de t'entendre parler de beauté parce que tu es, on va dire, un amoureux de l'amour, un amoureux de la beauté. Exactement. Donc j'imagine, je pense, en disant ça, que tu as pu ressentir quelque chose d'important ici. Mais beaucoup, c'est une ville artistique pour moi, un pays artistique. Parce que qui parle de beauté, parle des arts. Et je suis sensible, très sensible à cela. Vraiment un très beau pays. Et tu es arrivé ici grâce à l'écriture. Bien sûr. L'écriture que tu as commencé depuis l'âge de 10 ans. Bien sûr. Donc raconte-nous un peu, ça c'était à Jacquesville? Oui, ouais? À Jacquesville, oui. Okay. Alors je suis, mon grand-père était le directeur général de la société ivoirienne de coco râpé. Donc avec mes... Coco râpé, c'est... Le coco râpé. Ah ok, du coco râpé. Okay, oui, le coco râpé, mais sur le plan... Qu'on mange tous au pays là. Non, mais c'est industrialisé. Ok. Industrialisé, c'est différent. Et c'est dans cette ville de Jacquesville, où ma grand-mère était infirmière, que j'ai grandi. C'est une belle petite ville, à 60 km d'Abidjan, et une ville pure.
pour nous une ville vierge, où je me rentrais souvent avec ma femme. Et c'est là-bas que j'ai grandi, c'est là-bas que j'ai été éduqué. Et lorsque j'ai eu mon BEPC, ma mère, elle arrive un jour, parce que je n'ai pas grandi avec ma mère, j'ai grandi avec mes grands-parents. Mon grand-père est décédé un peu plus tard. Et elle arrive avec un sac rempli de livres. Et je vois dans le sac des livres parfumés qui sentaient tellement bon, des livres du programme français, de la seconde, la première, la terminale, où je venais à peine d'avoir mon BEPC. Donc elle me dit, voici tes cadeaux, parce que tu as eu ton BEPC avec une bonne mention. Et j'ai dévoré tous ces livres pendant mes vacances. Voici comment je tombe véritablement amoureux de la poésie, parce qu'il y avait beaucoup de livres littéraires dans le bagage qu'elle avait fait, elle avait envoyé. Et c'est comme ça que je décide d'aller beaucoup plus loin au-delà de la lecture. Ok. C'est intéressant ce que tu dis, parce que nous-mêmes, en tant qu'artistes, musiciens et tout ça, on écrit beaucoup. Mais écoute, quand tu vois la longueur d'un texte d'un artiste chanteur et puis la longueur d'un écrivain, c'est deux choses différentes. J'imagine que, parce que moi je ne suis pas un très bon lecteur, j'imagine qu'il faut beaucoup lire pour beaucoup écrire. Qui ne lit pas n'a rien à dire, on dit ça très souvent. Mon père le disait très souvent. Qui ne lit pas n'a rien à dire, donc en lisant, on arrive à affiner son esprit, on arrive à développer d'autres aptitudes, donc on n'avait pas le choix que de... J'étais biberonné par le livre et je n'avais pas d'autre choix. Et donc depuis ce temps-là, tu as commencé à écrire? Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé à écrire, j'ai voulu faire comme les grands auteurs classiques, les poètes du 19e siècle, du 18e siècle français. Et j'ai aussi été impressionné beaucoup plus tard par les auteurs africains comme Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Léon Gontran Damas. Et j'ai fini d'écrire à l'université. J'écrivais moins, mais j'avais gardé tout ce que j'avais commencé à écrire à partir de la classe du 3e ou peut-être avant, jusqu'à l'université. Et quand j'ai commencé à rentrer dans la vie professionnelle, j'ai rangé tout ça. Et un jour, je rencontre un de mes amis, quelqu'un qui deviendra plus tard mon ami, un aîné, qui me dit, écoute, je sais que tu aimes l'écriture, pourquoi tu ne fais pas sortir ton premier livre? J'ai dit, mais tiens, je vais y réfléchir. Et c'est comme ça, quelques mois après, je sors tous les dossiers et je fais sortir Safaola. Safaola, c'est un recueil? Un recueil de poèmes, et qui parle, un recueil de poèmes qui englobe des textes que j'avais écrits depuis peut-être l'école primaire jusqu'à ce que j'ai eu le bac. Et puis, quand j'avais ça, j'ai dû insérer quelques textes que j'ai écrits quand j'étais dans l'administration publique. Voilà. Donc là, on parle d'administration publique. Explique-nous, raconte-nous. Ben, encore, c'est le livre. Je travaille au cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire. J'ai été recruté par elle, oui, officiellement en octobre 2013, mais j'avais déjà introduit son système en 2012, mais je n'avais pas encore validé mon diplôme à l'université. Et dès que j'ai eu ma licence avec la mention bien, dans les jours qui ont suivi, j'ai été engagé. Voilà. J'ai regardé une interview sur YouTube, j'avais vu une interview de toi où tu étais beaucoup plus jeune en fait. Ah ouais. La moustache et tout ça n'était pas là. Ma femme aime beaucoup regarder cette vidéo, je sais de quoi vous parlez. C'est une période de ma vie, mais bon, je suis très humble vis-à-vis de ce que la vie m'offre. Donc voilà. C'est magnifique. Donc de là, en fait, tu écris ton premier livre en 2022. En 2022, il est imprimé en France. Ok. Tu l'avais écrit depuis longtemps? Oui, oui. Et j'avais inséré quelques textes que j'avais retravaillés en 2021, ou peut-être en 2022, 21-22, et puis bon, j'ai fait partie à la maison d'édition, et puis ça a été validé. Et les thèmes qui dominaient, en fait, c'était justement... La femme, l'amour, le voyage, la patience, la spiritualité, ce sont des thèmes que j'aime. Je ne suis pas poète engagé. C'est vrai qu'il y avait quelques textes engagés, mais ils ne sont pas très durs. Ils ne sont pas très durs. Ce sont des textes qui décrivent les situations africaines, même une description pas sévère. Parce que je ne suis pas de ceux qui critiquent, je suis de ceux qui rêvent. Je souhaite être de cette partie de l'écriture. C'est une bonne façon de voir la vie, ça.
Je trouve ça très intéressant. Ouais, exactement. Je me dis toujours ça en fait. À chaque fois que quelqu'un vient me voir, qui va me dire comment ça va, je me dis toujours en fait, je n'aime pas critiquer ce qui se passe dans ma vie et ce genre de trucs là. Je me dis, il faut rester positif en fait. C'est une bonne manière en fait de projeter la bonne humeur chez ton interlocuteur et de le contaminer en fait en même temps. Ouais. Donc en fait, tu as écrit beaucoup sur l'amour et je pense que ton deuxième livre, ça il faut que tu nous expliques le deuxième. Mon deuxième livre, c'est Liban, Terre Sainte ou la beauté de l'Orient et de l'Occident. D'accord. Et j'ai dit beauté de l'Orient et de l'Occident. À la base, c'était un livre qui voulait parler seulement du Liban, parce que ma femme est aussi d'origine libanaise, par son père. Et honnêtement, c'est ce qui m'a fait... c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser au pays, même si le Liban est au cœur des écritures hébraïques, cité plus de 110 fois dans la Bible, cité par de grands historiens arabes. Au-delà de ça, c'est elle vraiment qui m'a ouvert cette porte sur sa terre, son autre terre, qui est le Liban. Et c'est un livre qui parle de la femme libanaise à travers la femme que j'ai, et qui était anime à la gloire de la femme libanaise, mais aussi à la gloire de la femme occidentale, c'est-à-dire française, italienne, grecque, et au-delà, anime au grand symbole, y compris de l'Orient, à travers le Liban, mais aussi de l'Occident. Est-ce que tu as eu l'occasion de partir au Liban? Ça va vous faire rire. Vous savez, à l'université, j'ai étudié un test, ou peut-être j'ai fait un mini-mémoire sur un thème intitulé le mythe de l'or soudanais sur les auteurs arabes du 11e et du 12e siècle. Répète ça, attends. Le mythe de l'or arabe, le mythe de l'or soudanais, sur les auteurs arabes du 11e et du 12e siècle. J'espère que je ne me trompe pas au niveau de la datation, mais je pense que c'est ça. Et ça voulait dire au fond que des auteurs arabes vantaient l'or soudanais ou l'or africain sans avoir mis les pieds en Afrique. Oui, oui. Vous voyez? Très intéressant. Et pour vous dire honnêtement, je n'ai jamais mis les pieds au Liban, mais je pense le Liban. Et tu as déjà découvert l'or? Oui, bien sûr. Bien sûr. Je me dis, c'est vrai que c'est important d'y mettre les pieds, ça va peut-être changer ma façon ou peut-être approfondir mon écriture relative à ce pays-là, mais je dispose avec les vidéos, avec la nouvelle technologie, j'ai pas forcément besoin, je dispose d'éléments importants pour pouvoir parler de ce pays. Ce serait intéressant qu'un jour tu puisses le présenter. Est-ce que c'est dans tes plans? Présenter au Liban? Mais bien, avec plaisir, je pense que j'y serai dans très peu de temps, certainement en 2024. Aujourd'hui, j'ai même reçu un appel d'Abidjan parce que bientôt on fera la signature officielle du livre, certainement sur l'ambassadeur du Liban en Côte d'Ivoire. Ah, magnifique. Donc je pense qu'à la suite de ça, beaucoup de choses vont se passer. Est-ce que tu as terminé l'écriture de ce livre-là quand? Je l'ai terminé depuis 1 an. Okay. Donc, vous savez, l'édition prend beaucoup de temps. Et puis la thématique Liban, Terre Sainte, certainement ça a peut-être dérangé l'esprit mais bon, tout s'est très bien passé. Il est pas officiellement sorti, mais il a déjà imprimé. Et voilà. Mais quand tu dis déranger l'esprit, ça dérange... Je le dis parce que, vous savez, il y a la France, il est édité en France. Est-ce que la France partage cette idée de Liban Terre Sainte? Parce que le Liban réclame en fait une partie de la Terre Sainte. Le Liban se considère, les Libanais qui sont vraiment impliqués dans l'histoire du pays, du positionnement du Liban, estiment que le Liban, la Terre Sainte doit s'étendre jusqu'au Liban. Les Égyptiens aussi réclament cela, mais bon, je pense qu'avec eux, ça sera beaucoup plus difficile. Parce que l'argument qu'ils avancent, c'est que Jésus-Christ a vécu en Égypte. Et que je pense que pour moi, personnellement, ce n'est pas un argument recevable, mais pour le Liban, c'est tout autre chose. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit aperçu? Bien sûr. Liban est aussi un recueil? Oui, c'était un recueil. Okay. C'était un recueil. Il a été préfacé par une université de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, qui est aussi poète.
j'ai voulu que quelqu'un très loin de moi puisse avoir une lecture assez objective. Et voilà, elle a beaucoup aimé le livre. Donc, voilà. Donc, on t'écoute. En fait, est-ce qu'il y a un poème à l'intérieur du livre qui est, disons, ton préféré? Oh non, je pense que je suis amoureux de tous mes textes. Pour être honnête, je n'ai écrit aucun de ces textes sous pression, peut-être pour remplir le livre. Tout a été écrit dans la douceur du temps, de l'âme que je porte. Donc, je pourrais vous lire le premier texte, si vous permettez. Bien sûr. Femme Dieu de la Terre Sainte. Bah, femme, ô femme de Saint-Tyr de la Terre Sainte, où tes ancêtres n'oublient leurs complaintes. Saint-Tyr où le Christ s'est posé et reposé. Saint-Tyr où ta couronne fut aussi purifiée. Dis-leur, par ta grande voix d'or pur ornée, qui ravit à mourir les anges surchargés, dans les arbres de vie ou dans les vents, et dans la puissance nourrit même l'enfant. Laisse-moi poser mon âme dans ta pureté, toi dans le pays gis aussi dans la sainteté, jusqu'au sanctuaire de la Vierge si frêle, posée sous la lumière de Dieu l'Éternel, sur les terres de Harissa jamais purifiées, et sur les eaux de miracle de Mardouché. Laisse-moi dire la sainte beauté de ta terre devant l'esprit qui induit ta crinière. Voilà. En fait, en même temps, si tu me dis si je comprends bien, en fait, c'est-à-dire que tu parles du Liban comme une femme. Comme d'une femme. Okay. Qu'est-ce que tu as pensé alors avec toutes les situations qui se passent en ce moment au Liban? J'ai pensé que, honnêtement, que je réfléchissais très bien. Parce que le Liban est un très petit pays. Vous savez, je me demande pourquoi les choses sont si difficiles pour ce pays. Parce qu'ils n'ont pas eu facile. Hein. Mais c'est très difficile. Il y a forcément une raison. Mais moi, il faut être honnête, je ne fais pas de politique parce que ce n'est pas mon pays. Je suis beaucoup plus distant. Je parle plutôt de la beauté de ce pays. Je préfère m'en arrêter là. Mais pour vous dire, pour moi, le Liban est un pays spécial. Et que la spécificité d'un tel pays ne peut pas que porter beaucoup de bonheur, beaucoup de... La vie ne peut pas être linéaire pour un tel pays. C'est vrai. Voilà, donc vous savez, Israël a connu pire que le Liban. Mais aujourd'hui, les Juifs sont très puissants dans le monde. Et je pense que c'est pareil pour les Libanais. Regardez leur pays, mais regardez la situation économique et financière des Libanais dans le monde. Je pense que ça doit vous faire réfléchir par rapport à la thématique que j'aborde. C'est vrai. Moi, je dirais que cette femme-là, si on parle du Liban comme une femme, avec tout ce qu'elle a vécu, je pense que c'est ce qui la rend aussi plus forte. Mais bien sûr. Parce que c'est comme ça dans le vécu de chaque personne aussi. Plus tu as des preuves, plus tu en sors plus fort. C'est ça. Et des fois plus embelli. C'est ça. En effet. Et je pense que la situation au Liban n'a jamais été aussi médiatisée comme ces derniers temps. Oui, je pense que c'est l'époque aussi. Et quand le livre sort, j'ai dit, mais waouh. Quelqu'un me dit, mais comment tu as fait? Comment tu as fait? Donc, beaucoup peut-être qui n'ont pas peut-être lu la couverture d'Europe, peut-être qui parlent de la politique, mais non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas mon pays, je ne suis pas dans les polémiques, mais je parle du côté pur de ce pays, de cette nation. Magnifique. Et est-ce que tu as des projets à venir? Est-ce qu'il y a d'autres livres dans les bacs, comme on dit, dans les prochaines années? Oui, je pense que je devrais faire sortir un autre livre sur le Liban encore, mais je suis quand même très avancé côté poétique. Je vais mettre une petite pause et sortir un roman digne d'un roman canadien. C'est quoi un roman canadien là? Oui, le roman canadien pour moi c'est d'abord de m'imprégner de la psychologie du
Canada. Voilà, comment est-ce que les Canadiens perçoivent la vie, la société. Quelles sont les histoires qui passionnent ce pays, quelles sont les histoires qui n'ont pas été élucidées. Regarde ça, mais je vais faire un livre digne d'un roman canadien, ou si vous voulez, digne d'un roman occidental. Ouais. Bon, tout à l'heure, tu as dit que ton premier livre, c'est quelqu'un qui t'a encouragé à le faire. Est-ce que tu as d'autres motivations, des fois, en fait, qui te poussent dans ton quotidien comme ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, tu te dis, ok, j'ai vraiment envie d'écrire sur ça, ou c'est vraiment, en fait, des choses qui te touchent depuis toujours, en fait, au fond de toi, et que tu aurais voulu mettre sur papier, que tu fais au fur et à mesure maintenant? Honnêtement, j'ai toujours voulu écrire. Et c'est ma mère qui avait prédit cela. Avant même que j'écrivais, certes, mais après je me dis, je vais les publier avec le temps. Parce que je me rappelle que mon premier manuscrit est parti à l'université. Mais il fallait avoir des moyens, parce que je n'étais pas écrivain connu, je n'étais pas connu, j'étais étudiant. Il fallait avoir des moyens. Donc, quand j'ai vu la facture, j'ai dit, mais ouais, si c'est comme ça, j'ai reculé en fait. Voilà, j'ai reculé. Mais quand j'ai commencé à travailler, je me suis dit, avec l'argent, on peut faire tout. Donc, je trouve de la force financière en travaillant très dur. Et puis, quand j'ai tout ce que je veux, je peux écrire, je peux faire sortir les livres. Pour moi, il n'y avait aucune pression. Mais je reconnais que mon ami Abdoulsi m'a boosté. Il m'a encouragé, il a précipité en fait mon projet dans une période assez difficile pour moi, une période difficile de réflexion, et puis bon, ça m'a ouvert beaucoup de portes, et je suis très fier. Là, tu es toujours dans la fonction publique? Oui, je suis dans l'administration publique. L'administration publique, oui, ok. Toujours, oui. Donc, ça veut dire que ça prend beaucoup de temps Oui, c'est ça, mais je consacre beaucoup plus de temps maintenant à ma passion. Ok. Parce que, comment tu trouves ce temps-là en fait? Pardon? Comment tu trouves ce temps-là? Ce temps? Oui, dans tout tes... à part ton travail, la vie de famille, comment tu arrives à trouver comment tu t'organises toi? Oh, c'est pas évident. Et puis surtout avec les caprices de femmes. C'est pas facile, le restaurant, c'est pas évident. L'amour qu'on doit donner à sa femme, les enfants, les problèmes. Alors, je trouve le temps dans la prière. Pour moi, la prière a précédé la religion. La prière a précédé la vie. Donc, je trouve, quand je lis peut-être, ou quand je prie, quand je pense à Dieu, je suis très croyant, et quelque chose sort de moi. Et en 1 heure, je peux faire un miracle. Et c'est comme ça que j'arrive à me retrouver, arrive à produire quelque chose. Puis produire dans la pureté. Voilà. Souvent, j'écrivais beaucoup dans la tristesse. Maintenant, j'écris dans la spiritualité. Donc, je suis vraiment concentré. J'arrive à aller beaucoup plus vite. Donc, pour moi, c'est la pureté de l'âme, la connexion avec Dieu. Quand j'arrive à bien me connecter, les choses explosent. Et en 1 heure, je peux faire sortir quelque chose d'extraordinaire. Magnifique. Ouais. On trouve ça intéressant, inspirant, de voir quelqu'un de là d'où on vient aussi, donner du travail, comme ça, mettre en avant la littérature. Ces temps-ci, on a beaucoup de... comment dire? Il y a tellement de divertissements, de choses autour, en fait, qu'il est difficile de mettre en avant, en fait, des domaines comme la littérature et tout ça. Est-ce que tu arrives à toucher les jeux? Qui tu touches, en fait, avec tes trucs? Alors, c'est une très, très, très belle question. Alors, je disais, c'est vrai, aujourd'hui, il y a la pression technologique. Les jeunes se détournent de la littérature, de tout ce qui est standing intellectuel, mais je me dis, on toucherait un seul jeune, ça compte déjà. Voilà. Les jeunes, c'est vrai qu'ils aiment beaucoup le divertissement, mais moi, je n'ai pas construit ma vie sur le divertissement. Je ne me laisse pas influencer par la société, parce que je n'ai pas été influencé par la société. J'ai été influencé par la logique de la vie. Donc, je poursuis mon rêve, vous savez. C'est parce que j'ai écrit que je suis ici à Montréal. Tout simplement.
Donc, beaucoup de jeunes voudraient être dans cette condition, mais est-ce qu'ils croient suffisamment? Est-ce qu'ils croient fortement? Moi, je crois que chaque être humain est une note musicale dans le concert de l'univers. Voilà, donc pour moi, c'est de s'accrocher à son rêve, de ne pas se laisser influencer par la folie de la société, parce que nous sommes dans un monde d'hyperconsommation, mais je pense que quand on est dans la vérité de la vie, et quand on y croit vraiment, on finit par avoir raison. Est-ce que à un moment tu risques de partir peut-être vers le cinéma? On ne sait jamais. Est-ce que ça t'intéresse des choses comme ça? Bon, le cinéma, franchement, j'y ai pensé. C'est pour ça que je parle de roman. Il est difficile de mettre la poésie dans le monde cinématographique, à moins qu'on utilise mon livre peut-être pour des scènes bien précises. Mais le cinéma, oui. Mais je dirais plutôt, j'espère qu'un jour, un de mes ouvrages inspirera un réalisateur. Ça me fera un grand plaisir. On espère mais, aussi. Tomber dans le cinéma, personnellement, je ne pense pas, parce que j'aimerais m'illustrer dans beaucoup de monde. Mais là, franchement... Je demande ça à cause de, bien sûr, la visibilité que ça a. Bon, comme je dis, hein, je suis humble vis-à-vis de la vie. On ne sait jamais. Mais voilà, je n'ai pas envie d'y penser. Voilà. J'adore. J'aime beaucoup Philippe parce que, bon, déjà, on s'est rencontrés durant la cérémonie de remise de prix des Baobabs. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de parler parce que bon, ça bougeait beaucoup pendant cet événement-là. Mais on la ressent, cette humilité-là. On ressent aussi l'amour de ce que tu fais. Et ça, je trouve ça super important. Donc, c'est quelque chose à saluer. Et c'est pour ça que nous, ici à RDF, on voulait forcément, pouvoir profiter de cette énergie-là. Donc, on te remercie encore une fois. Non, c'est moi qui vous remercie. On ne prendra pas plus de ton temps parce que on sait tous les efforts que tu as fait pour pouvoir être là aujourd'hui. Mais je n'aime pas parler. Je n'aime pas parler dans les médias. Je préfère parler dans les médias écrits, en ligne, la presse écrite. Mais à la télé, non, je n'aime pas, parce que ma femme est déjà très très vue. Et voilà, je me dis, bon, ça suffit. Mais il faut bien que la maison soit bien surveillée. Si tout le monde est dehors, il n'y aura plus de contrôle. Exactement. Et puis les choses partent en vrille, donc moi, je me dis, bon, il faut que je me fasse très discret. Après, se faire discret, c'est pas tuer sa carrière. Mais bon, je pense que il faut savoir faire les choses. Donc, mais je suis là, je suis très content. Très content. En tout cas, vraiment, je pense que ta femme est très chanceuse de t'avoir. Parce que c'est pas donné à toute femme d'avoir un mari qui écrit d'aussi belles choses. D'aussi belles choses à son sujet. Je pense qu'après cet épisode-là, je vais avoir des soucis de mon côté. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Mais encore une fois, Philippe, Malik, merci encore d'être venu aujourd'hui à RDF. Écoute, on te souhaite tout le succès du monde dans tout ce que tu entreprends, dans toutes les prochaines œuvres et celles actuelles. Merci. Et écoute, encore une fois, bienvenue à RDF, c'était Réunion de famille. Est-ce que tu as un dernier mot? Ben, je vous encourage, je suis très heureux d'être ici. Et je vois la belle énergie qui rôde autour de vous. Je vois beaucoup de sérieux dans ce que vous faites, beaucoup de logique. Et je ne peux que vous encourager. Vous voir travailler dans le grand froid de l'Amérique du Nord, ça montre qu'il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance et je suis très très content. C'est pour ça que j'ai tenu à être là. Je vous dis merci et je vous dis toute ma fierté. Vous l'avez entendu ici. Merci à toi et bonne soirée à tous.